3 jours après la mort de mon père, je suis entré dans la cuisine à 10h30 du matin et j'ai trouvé mon mari en train de boire un café en pantalon de jogging. Je me suis figé, une main encore sur l'encadrement de la porte. « Pourquoi es-tu à la maison ?» Antoine a levé les yeux de son ordinateur portable. « Bonjour à toi aussi. On est mercredi. Je sais quel jour on est. » Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé qu'il avait peut-être pris un congé de deuil. L'enterrement de papa n'était que vendredi, et j'avais passé la majeure partie de la matinée à me disputer avec le fleuriste pour savoir si Bernard Dupont, un homme qui considérait les coussins décoratifs comme une insulte personnelle, aurait voulu d'une composition florale appelée Jardin Céleste. Puis j'ai remarqué que le téléphone professionnel d'Antoine n'était pas sur le plan de travail. Il s'est passé quelque chose au travail? Il a fermé son ordinateur. J'ai démissionné. J'ai littéralement regardé derrière moi comme s'il y avait un autre mari dans la pièce qui pourrait expliquer ce que le mien venait de dire. Tu as quoi? J'ai démissionné. Quand? Hier. Il a pris une gorgée de café. Camille, ne donne pas l'impression que j'ai rejoint une secte. Normalement, ça m'aurait fait rire. Antoine avait toujours été doué pour glisser de l'humour dans les conversations inconfortables. Pendant 22 ans, cela l'avait sorti de plus de mauvais pas que nous ne l'aurions probablement admis tous les deux. Mais ce matin-là, ça n'a pas marché. Pourquoi as-tu démissionné de ton travail hier? Il s'est adossé à sa chaise. Parce que je n'en vois plus l'intérêt. L'intérêt, c'est généralement le salaire. Tu vois ce que je veux dire? Non, je ne vois pas. Il a étudié mon visage pendant un instant, puis l'a dit aussi nonchalamment que s'il avait décidé que nous n'avions plus besoin de l'abonnement Netflix. Pourquoi continuer à travailler? Ton héritage est suffisant pour nous deux. Je l'ai simplement dévisagé. Papa était mort depuis 72 heures. J'avais encore son dernier message vocal sur mon téléphone parce que je n'arrivais pas à me résoudre à l'effacer. Il y avait des cartes de condoléances empilées à côté du grille-pain. Sa nécrologie était ouverte sur ma tablette et mon mari avait apparemment déjà pris sa retraite. Quel héritage? Antoine m'a lancé un regard. Allez, Camille. Non, dis-moi. Ton père a vendu Dupont Génie Climatique pour des millions. Sa maison est payée. Il avait des placements. Il dépensait à peine son argent. Combien penses-tu que je vais toucher? Je ne sais pas exactement. Alors comment sais-tu que c'est suffisant pour que tu arrêtes de travailler? Il a hésité. Cette hésitation m'a plus dérangé que la réponse. Eh bien, même en étant prudent, ça doit faire quelques millions. Je me souviens avoir pensé, prudent, il a fait des calculs. Je n'avais même pas fait de calcul. Je savais que papa vivait confortablement. Je savais qu'il avait vendu son entreprise de chauffage et climatisation 6 ans plus tôt, mais nous n'avions jamais discuté de ce dont j'hériterais. Papa parlait plus librement de son cholestérol que de ses finances. Et ce n'est pas peu dire. Antoine a attrapé ma main. Écoute, je travaille depuis que j'ai 22 ans. J'en ai 55. 33 ans de quota, d'aéroport, de réunions régionales, de clients qui m'appellent le dimanche parce qu'apparemment, un filtre à air est une urgence nationale. Peut-être qu'on va enfin pouvoir profiter de la vie. Il y avait quelque chose là-dedans que je comprenais. Antoine était fatigué depuis des années. Mais comprendre pourquoi quelqu'un fait quelque chose ne rend pas automatiquement la chose raisonnable. Tu as démissionné sans m'en parler. Je savais que tu allais t'inquiéter. Ce n'est pas une excuse. J'allais te le dire. Tu me l'as dit après avoir démissionné. Il a soupiré. On ne peut pas éviter de faire ça maintenant? J'ai failli rire. Apparemment, maintenant était un moment inapproprié pour discuter de la décision qu'il avait prise parce que mon père venait de mourir. Ce soir-là, la mère et la sœur d'Antoine sont venues. Ma belle-mère avait apporté des lasagnes. Sa sœur avait apporté du vin. Pendant les 20 premières minutes, tout semblait presque normal. Puis Antoine a commencé à dépenser l'argent de papa. Sa mère, Monique, se plaignait d'une énième augmentation de loyer quand Antoine a dit « Ne t'inquiète pas pour ça, maman. Une fois que tout sera réglé, je t'achèterai une maison. » J'ai levé les yeux. Monique a cligné des yeux. « Antoine, je suis sérieuse. » « Oh, mon chéri, je ne pourrais pas te laisser faire ça.
Puis, sans faire de grandes pauses, elle a ajouté, il y a de jolies petites villas de plein pied du côté de Sainte-Foy-les-Lyons. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que cette conversation n'était peut-être pas tout à fait nouvelle. Sa sœur Sophie a souri. Regarde maman. Elle a déjà choisi le code postal. Monique a balayé la remarque de la main. J'ai regardé, ça ne veut rien dire. Antoine a ri. Puis il s'est tourné vers Sophie. Et on va régler tes problèmes aussi. Elle a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Tes dettes. Les trucs de ton entreprise. Je te donnerai 200 000 €. On efface l'ardoise. Sophie a posé sa fourchette. Tu es sérieux? Absolument. Elle s'est levée et l'a pris dans ses bras. Je suis resté là, tenant mon verre d'eau. Personne ne m'avait rien demandé. Ni comment j'allais. Ni à quoi ressemblait la succession de papa. Ni ce que je voudrais faire de ce qu'il m'avait laissé. Ils étaient passés directement à la distribution. Antoine. Il m'a regardé. Quoi? Papa n'est même pas encore enterré. La table est devenue silencieuse. Son sourire a disparu. Camille, ce n'est pas ce que tu crois. C'est quoi alors? Je parle de prendre soin de la famille. J'ai regardé son visage, puis celui de sa mère, et enfin celui de sa sœur. La famille de qui? Monique a immédiatement baissé les yeux. Sophie s'est adossée à sa chaise. La mâchoire d'Antoine s'est contractée. C'est inutile. Tout comme de promettre 200 000 € sans que personne ne me demande mon avis. Sophie a levé les deux mains. Je ne veux pas être au milieu de tout ça. C'était une déclaration intéressante de la part de quelqu'un qui avait accepté 200 000 € environ 40 secondes plus tôt. Je ne l'ai pas dit. C'était quelque chose pour lequel j'étais très doué à l'époque, ne pas dire la chose qui aggraverait un moment gênant. Après leur départ, Antoine m'a suivi dans la cuisine pendant que j'emballais les restes de lasagne dans du papier aluminium. Tu as embarrassé ma mère. J'ai embarrassé ta mère? Elle se sent déjà mal à l'aise d'accepter de l'aide. Elle a eu l'air de vite s'en remettre. Camille. J'ai posé le papier d'aluminium. Tu n'avais pas le droit de leur promettre quoi que ce soit. Nous sommes mariés. Quel est le rapport avec le fait de promettre 200 000 € à Sophie? Il s'est frotté le front. Si ton père t'a laissé ce que je pense, on parle de plus d'argent qu'on n'en aura jamais besoin. Ça ne répond toujours pas à ma question, parce que tu transformes la situation en quelque chose qu'elle n'est pas. Qu'est-ce que c'est alors? Il a lâché un petit rire fatigué. Camille, il n'y aura pas ton argent et mon argent. On est à l'abri. Je n'ai pas répondu. Peut-être parce que j'étais fatigué. Peut-être parce qu'une partie de moi faisait ce que j'avais fait pendant des années, décider si ça valait vraiment la peine de se disputer. Antoine avait toujours été généreux, parfois avec des choses qui ne lui appartenaient pas entièrement. Il avait un jour prêté mon SUV à Sophie pendant 4 jours et me l'avait dit après. Quand le chauffe-eau de sa mère avait rendu l'âme, il avait promis que nous le paierions avant de m'en parler. Il proposait notre maison pour Noël si régulièrement qu'une année, je l'ai découvert parce que Monique m'a demandé à quelle heure elle devait apporter les petits fours. Aucune de ces choses ne m'avait semblé énorme. Le mariage est plein de petites irritations. Si vous êtes marié depuis assez longtemps, vous apprenez que toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées. Du moins, c'est ce que je m'étais toujours dit. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné alors que j'étais debout dans la chambre de papa, essayant de décider dans quel costume il devait être enterré. Camille, c'est maître Laurent Mercier, le notaire de votre père. Nous avons échangé les maladroites condoléances d'usage. Puis maître Mercier a dit, il y a plusieurs documents de succession que Bernard voulait que je parcours avec vous. Pourriez-vous venir demain matin? Bien sûr. Antoine peut m'accompagner. Il y a eu un blanc. Pas long. Mais suffisamment. En fait, a dit le notaire, votre père a spécifiquement demandé que notre premier rendez-vous se fasse avec vous seul. J'ai regardé à travers l'embrasure de la porte de la chambre de papa, vers le salon. Antoine était assis sur le canapé, son ordinateur portable ouvert. Sur l'écran, il y avait une annonce pour un bateau d'occasion, et pour la première fois depuis la mort de papa, je me suis demandé ce que mon père savait que j'ignorais.
L'étude de Maître Mercier se trouvait au 4e étage d'un vieil immeuble en pierre de taille au centre-ville. Le genre d'endroit avec des couloirs étroits et un annuaire dans le hall qui avait l'air d'avoir survécu à 3 mers. J'y étais allé 2 fois auparavant avec papa. Une fois à la mort de maman, et une fois quand papa a vendu l'entreprise. Aucun de ces souvenirs ne me donnait envie d'y retourner. Maître Mercier m'a accueilli lui-même à la porte. Camille. Bonjour maître. Il m'a serré la main, puis a semblé renoncer à la formalité et m'a brièvement serré l'épaule. Je suis désolé pour Bernard. Merci. Il m'a fait entrer dans son bureau. Il y avait un bloc-notes juridique qui m'attendait sur la table, ainsi qu'une bouteille d'eau et une boîte de mouchoirs discrètement placées sur le côté. J'ai remarqué les mouchoirs et j'ai immédiatement décidé que je n'allais pas en avoir besoin. Le deuil vous rend compétitif sur des choses ridicules. Maître Mercier s'est assis en face de moi pendant quelques minutes. Nous avons parlé des funérailles, du certificat de décès, de la maison, des affaires de succession ordinaires. Puis il a fermé le dossier devant lui. Avant d'aborder les chiffres, il y a quelque chose que Bernard voulait que je discute avec vous. D'accord. Antoine vous a-t-il déjà dit qu'il est venu voir votre père sans vous? Ce n'était pas du tout la question à laquelle je m'attendais. Antoine, non. Quand? Il y a environ 8 mois. J'ai secoué la tête. Non. Le notaire a hoché la tête comme si cette réponse confirmait quelque chose. Il a contacté Bernard à plusieurs reprises. Il y a eu une conversation en personne, un appel téléphonique ultérieur et, finalement, un email. Au sujet de la succession de mon père? Je me suis enfoncé dans mon siège. Mon mari avait discuté de la succession de mon père avec lui. Bernard m'a demandé de faire attention à la façon dont je caractérise les conversations. Antoine ne le menaçait pas. Il ne tentait rien d'illégal. Ça rendait la chose presque pire. Que faisait-il? Maître Mercier a ouvert un autre dossier. Il planifiait. Il a fait glisser une simple feuille de papier vers moi. C'était la copie d'une lettre écrite avec l'écriture de papa. J'ai immédiatement reconnu les majuscules carrées. Papa écrivait comme si chaque note pouvait un jour être soumise comme preuve. Le notaire a dit, Bernard m'a autorisé à vous donner ceci après sa mort. J'ai lu les premières lignes. Papa écrivait qu'Antoine était passé un après-midi et avait commencé à parler de la retraite. Rien d'inhabituel au début. Antoine s'était plaint des déplacements et des quotas de vente de nombreuses fois. Puis je suis arrivé à un paragraphe et je me suis arrêté. Papa avait retranscrit l'échange presque mot pour mot. Antoine avait dit, une fois que Camille aura hérité, je pourrai enfin arrêter de travailler. Papa avait répondu, Camille héritera. Et Antoine avait ri, allez, Bernard. Nous sommes mariés. Je l'ai lu 2 fois. Maître Mercier attendait. Ça l'a dérangé, ai-je demandé. Oui. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Nous allons y venir. J'ai baissé les yeux vers la page. Ce qui me dérangeait, c'était à quel point cela correspondait parfaitement à ce qu'Antoine avait dit dans notre cuisine, il n'y aura pas ton argent et mon argent. Apparemment, cette idée n'était pas née 3 jours après la mort de papa. Elle était là avant. Maître Mercier a ouvert le dossier de succession. Votre père s'en est très bien sorti lorsqu'il a vendu Dupont Génie Climatique. Il a investi prudemment par la suite. Après les dons de bienfaisance, les frais de succession et les autres dispositions de son plan. Les actifs qui vous sont principalement destinés sont actuellement évalués à environ 3,8 millions d'euros, sans compter la maison. Je ne me souviens pas avoir eu une réaction dramatique. J'ai surtout pensé qu'Antoine n'était pas loin du compte, et j'ai détesté cette pensée. Le notaire a poursuivi, la majorité de ses actifs est détenue dans un fonds de placement bloqué que Bernard a établi avant sa mort. Un fonds pour moi. Oui, vous en êtes la bénéficiaire. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que vous êtes à l'abri financièrement. Le fonds peut vous fournir un revenu et des distributions pour le logement, les frais de santé, la planification de la retraite et votre bien-être financier général. Ce n'est pas conçu pour vous mettre au régime sec. Heureusement, parce que j'ai 52 ans. Maître Mercier a légèrement souri. Bernard a fait essentiellement la même remarque. Ça ressemblait bien à papa. La partie inhabituelle, a continué le notaire, c'est que pendant les 5 premières années,
les distributions extraordinaires du capital nécessitent l'approbation d'un gestionnaire indépendant. Extraordinaire, c'est-à-dire? Un don important à une autre personne serait certainement qualifié ainsi. Un investissement spéculatif majeur pourrait l'être. Mettre plusieurs centaines de milliers d'euros dans l'entreprise d'un proche le serait. Je l'ai fixé. Donc papa a mis quelqu'un entre moi et l'argent pour certaines décisions temporairement, à cause d'Antoine? Maître Mercier a pris son temps pour répondre. En partie parce que Bernard s'inquiétait de la pression. Ça m'a irrité. Pas contre le notaire, contre papa. Je n'ai pas 12 ans. Non. Il aurait pu m'en parler. Oui. Au lieu de cela, il a construit une clôture financière autour de vous. Le notaire s'est adossé à son siège. Voudriez-vous savoir comment Bernard l'a expliqué? J'ai hoché la tête. Il a pointé du doigt la deuxième page de la lettre de papa. Papa écrivait qu'il ne savait pas si Antoine ferait un jour réellement pression sur moi. Il disait qu'Antoine avait été un bon mari à bien des égards et que 22 ans de mariage valaient plus qu'une seule conversation sur l'argent. Puis venait une phrase qui ressemblait tellement à mon père. Je pouvais presque l'entendre s'éclaircir la gorge avant de la prononcer, je ne veux pas laisser à Camille mon opinion sur son mari en même temps que mon argent. Je me suis arrêté là. Maître Mercier a dit doucement, il ne voulait pas que vous passiez ces derniers mois à défendre Antoine devant lui. Celle-là a fait mal. Parce que papa me connaissait. J'aurais probablement fait exactement ça. Il n'essayait pas de prendre une décision sur votre mariage, a dit le notaire. Il voulait s'assurer que personne ne pourrait vous bousculer pour en prendre une concernant l'argent. J'ai finalement attrapé l'un de ces mouchoirs dont j'avais décidé de ne pas avoir besoin. Maître Mercier a eu la décence de ne rien remarquer. Quand je suis rentré, Antoine était dans la cuisine. Il s'était douché et changé, ce qui m'a fait me sentir mieux d'une certaine façon, jusqu'à ce que son premier mot soit « Alors ?» J'ai posé mon sac à main. « Alors, quoi ?» Il m'a lancé un regard impatient. « Camille, qu'a dit Mercier ?» Il y a un fond bloqué. Son expression a changé immédiatement. « Combien ?» Je l'ai regardé. Il s'est corrigé. « Je veux dire, quelles sont les conditions ?» Non, tu voulais dire combien. D'accord, très bien. Combien? Je ne discuterai pas de chiffres aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai enterré mon père ce matin, Antoine. Ça l'a arrêté pendant peut-être 3 secondes. Puis il a demandé, dans combien de temps le fonds sera-t-il débloqué? Ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai expliqué les bases. Pas tout. Juste assez. Antoine a fait les 100 pas dans la cuisine. Donc on a besoin d'une approbation pour utiliser notre propre argent. Mon héritage. Il s'est retourné. Sérieusement, on en est là? Est-ce qu'on peut emprunter dessus? Je ne sais pas. Tu as demandé. Non. Il a expiré brusquement. Camille, j'ai déjà démissionné. Et voilà. Pas j'ai fait une erreur. Pas j'aurais dû t'en parler. J'ai déjà démissionné. Comme si sa décision avait généré une facture que j'étais désormais chargé de payer. Cette nuit-là, je me suis couché tôt. Quelque part après 1h du matin, je me suis réveillé avec une petite soif et je suis descendu. J'ai entendu Antoine avant d'arriver en bas. Il était dans le bureau, parlant doucement au téléphone. Non, ne panique pas. Je me suis arrêté. Une pause. L'argent est là. Il est juste bloqué. Sophie. J'ai reconnu le ton. Antoine a encore baissé la voix. Je vais trouver une solution. Une autre pause. Puis il a dit quelque chose que j'entends encore exactement comme il l'a prononcé, Camille finira par s'y faire. Je suis resté à mi-chemin dans l'escalier, dans le noir. Normalement, je serais entré. J'aurais exigé de savoir ce qu'il voulait dire. Nous nous serions disputés jusqu'à 2h du matin et finalement, l'un de nous se serait excusé juste pour en finir. Au lieu de cela, je me suis retourné et je suis remonté, car pour une fois, je ne voulais pas qu'Antoine sache ce que je savais. Je voulais entendre ce qu'il disait quand il pensait que je n'écoutais pas. Le lendemain matin, j'ai préparé du café et j'ai demandé à Antoine ce qu'il avait promis à tout le monde.
pas avec colère. Cela a semblé le déranger davantage. Il était debout au comptoir en train d'étaler du beurre de cacahuète sur des toasts quand j'ai dit, à part la maison pour ta mère et l'argent pour Sophie, quoi d'autre? Il s'est arrêté. Quoi? Qu'est-ce que tu as prévu d'autre? Camille, il est 7 heures du matin. Je sais. Il a posé le couteau. On recommence vraiment avec ça? Je ne pense pas qu'on ait jamais fini. Il m'a dévisagé un instant, puis a tiré une chaise. D'accord, qu'est-ce que tu veux savoir? Tout. Antoine s'est adossé et a croisé les bras. Il a dit qu'il avait pensé à une maison au bord d'un lac. Rien de ridicule selon lui. Peut-être quelque part près du lac d'Annecy, assez proche pour y aller le week-end. Il voulait investir suffisamment pour que nous puissions vivre confortablement sans trop toucher au capital. Il voulait aider sa mère, aider Sophie à voyager, peut-être passer janvier et février quelque part au chaud. L'écouter était étrange, car aucune de ces choses ne semblait terrible en soi. Je m'étais plainte des hivers lyonnais pendant 20 ans. J'aimais les lacs. Je voulais que Monique soit en sécurité. Je n'aimais pas voir Sophie galérer. Le problème, c'était qu'Antoine avait construit tout un avenir pour nous sans jamais me demander si je voulais y vivre. Autre chose? Non. Tu es sûr? Oui. J'ai pris une gorgée de café. Quand as-tu démissionné? Je te l'ai dit. Mardi. Non. Quand as-tu réellement envoyé ta démission? Il a regardé vers la fenêtre. C'était suffisant. Antoine. Le matin après la mort de ton père. J'ai posé mon mug. Papa est mort tard dimanche soir. Donc, lundi matin. Oui. Tu as appelé ton patron lundi matin et tu as démissionné. J'ai envoyé la démission lundi matin. On en avait déjà discuté. J'ai tiqué. On. Mon patron et moi. Déjà discuté de quoi? Antoine s'est frotté le visage. De mon départ. Quand? Il y a quelques semaines. Pendant une seconde, aucun de nous n'a parlé. Papa était encore en vie. Camille, tu parlais déjà de prendre ta retraite alors que mon père était encore en vie. Je parlais d'options en fonction de la situation. Ne fais pas ça. Faire quoi? Rendre ça malsain. J'ai failli ne pas y croire. Je ne rends rien malsain. Je te pose une question. Tu donnes l'impression que tu étais assis là à attendre que Bernard meure. L'étais-tu? Non. La réponse est venue assez vite pour que je le croie. Mais ensuite il a ajouté, ton père avait 79 ans. Il était malade. On savait tout ce qui allait arriver. Je l'ai dévisagé. Antoine s'est immédiatement rendu compte de comment ça sonnait. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors aide-moi à comprendre. Il s'est dirigé vers l'évier, puis s'est retourné. J'ai travaillé 33 ans, Camille. 33 ans. J'ai raté des anniversaires parce qu'un distributeur à Marseille ne pouvait pas attendre jusqu'au lundi. J'ai passé la moitié de ma vie dans des hôtels Mercure à manger des œufs brouillés dans des assiettes en carton. Je suis fatigué. Je sais que tu es fatigué. Vraiment? Oui. Parce que ton père a pu vendre son entreprise et prendre sa retraite avant 60 ans. Il avait le choix. Il y avait quelque chose dans sa voix que j'avais déjà entendu mais auquel je n'avais jamais prêté beaucoup d'attention, du ressentiment. Pas vraiment envers papa, mais envers ce que papa représentait. Je ne possède pas d'entreprise, a continué Antoine. Je n'ai pas une énorme indemnité de départ. Alors quand il est devenu évident qu'on aurait assez. Il a fermé les yeux. C'est reparti. Non, réponds-moi. Quand est-ce que la succession de mon père est devenue ton plan de retraite? Il a attrapé ses clés. Je ne peux pas te parler quand tu es comme ça. Ça m'a presque fait sourire. Il était au chômage. Je n'avais aucune idée d'où il partait en trombe, mais apparemment, il avait quelque part où aller. Je ne l'ai pas arrêté. Au cours des 2 jours suivants, j'ai commencé à découvrir jusqu'où allaient ses plans. D'abord, il y a eu un email sur notre compte familial partagé d'un agent immobilier nous remerciant de notre intérêt pour une propriété au bord d'un lac. J'ai appelé.
Antoine avait versé un acompte remboursable de 5 000 € depuis notre compte courant. Ce soir-là, Monique a appelé et a mentionné en passant qu'elle avait dit à son propriétaire qu'elle ne renouvellerait probablement pas son bail quand il arriverait à échéance dans 4 mois. Puis Sophie a appelé. Elle voulait savoir si j'avais une idée de quand les choses pourraient se débloquer. Quelle chose? Il y a eu un silence. Tu sais, la succession. Pourquoi? Un autre silence. J'ai discuté avec l'un de mes créanciers. Et Antoine a dit que je ne devrais pas accepter un long plan de remboursement si je pouvais régler ça bientôt. Je suis restée assise à mon bureau, fixant le mur. Antoine n'avait pas seulement fait des promesses. Les gens avaient commencé à prendre des décisions basées sur elles. Quand il est rentré, je lui ai parlé des 2 appels. Il n'a pas eu l'air particulièrement alarmé. On va s'arranger. Tu as dit à Sophie d'arrêter de négocier sa dette. Je lui ai dit de ne pas s'enfermer dans quelque chose de stupide. Et ta mère pense qu'elle va déménager. C'est probablement le cas. Antoine, tu n'as pas seulement dépensé de l'argent qu'on n'a pas. Tu as changé la vie d'autres personnes avec. On l'a, cet argent. Je l'ai regardé. Je l'ai. Son visage s'est durci. Et voilà. On y est. Quoi? C'est ton argent? Oui. Tu n'as jamais parlé comme ça avant. Parce que tu n'as jamais promis des centaines de milliers d'euros que j'ai hérités de mon père mort avant. Il a secoué la tête. Bernard a vraiment obtenu ce qu'il voulait avec ce fonds fiduciaire. C'en était trop. Ne blâme pas mon père pour le fait que tu aies démissionné de ton travail. Je n'ai pas dit ça. Tu n'en as pas eu besoin. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Mercier. J'ai besoin de savoir quelque chose, lui ai-je dit. Est-ce que cette conversation avec papa a été la seule fois où Antoine a parlé de la succession? Le notaire est resté silencieux. Non. Alors, je suis retourné en centre-ville. Cette fois, il n'y avait pas de mouchoir sur la table. Ou peut-être qu'il y en avait, et je ne les ai simplement pas remarqués. Maître Mercier a ouvert un dossier. Bernard a autorisé la communication de ce document après son décès. Je veux être clair là-dessus. Il a fait glisser plusieurs pages imprimées vers moi. La première page avait un titre, « Plan d'investissement de la famille Dupont-Martin ». J'ai littéralement poussé un petit rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que mon mari avait apparemment donné au décès de mon père un titre de business plan. J'ai tourné la page. Il y avait des rendements d'investissement estimés, un projet de propriété au bord d'un lac, une aide au logement pour Monique, une section intitulée Résolution de la dette commerciale de Sophie, 200 à 250 000 €, puis des projections de retraite pour Antoine. J'ai continué à lire. La valeur estimée de la succession de papa apparaissait à 3 endroits distincts. Tout comme mon nom. L'héritage attendu de Camille. Les actifs de Camille. Les revenus d'investissement projetés de Camille. Je suis revenu à la première page. Quelle est la date? Maître Mercier n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. C'était juste là, dans le coin supérieur. 11 mois avant la mort de papa. Je me suis calé au fond de mon siège. 11 mois. Pas 3 jours après. Pas le chagrin, pas la panique, pas une décision stupide prise par un homme épuisé après un enterrement. Antoine avait conçu cette vie pendant que papa allait encore au magasin de bricolage, se plaignait de la taxe foncière et m'appelait tous les dimanches pour me demander pourquoi je n'avais pas vérifié le niveau d'huile de ma voiture. J'ai reparcouru les pages, plus lentement cette fois. Puis quelque chose m'a frappé. Maître Mercier. Oui. Il n'y a rien ici sur ce que je voulais. Il n'a rien dit. Il n'y avait pas de section pour savoir si je voulais prendre ma retraite. Rien sur mes projets, rien sur ce que je pourrais vouloir faire pour Emma, rien sur les associations caritatives qui tenaient à cœur à papa, rien sur le fait de garder l'argent investi. J'étais partout dans ces pages, et pourtant, je n'y étais pas du tout. Le notaire a finalement demandé, « Est-ce que ça va ?» Non. C'était la réponse la plus facile que j'avais donnée de toute la semaine. Puis j'ai fermé le dossier. Mais je comprends enfin pourquoi papa s'inquiétait. Avant de partir, j'ai dit une chose clairement à Maître Mercier. Je ne veux pas qu'une quelconque partie de l'héritage soit transférée sur nos comptes joints. Pas les comptes chèques,
l'épargne, les investissements, l'immobilier, rien. Nous pouvons nous assurer que tout est géré avec soin, et je ne demande aucune distribution importante. Il a hoché la tête. Pour l'instant, j'ai réfléchi à ça. Pour tout ce qu'Antoine a promis. Ce soir-là, Antoine m'attendait dans la cuisine. Tu as parlé au gestionnaire? Oui. Il s'est redressé. Et je ne demande pas l'argent. Son expression a changé. Pas un centime. Ni pour la maison de ta mère, ni pour Sophie. Ni pour la maison du lac. Il m'a dévisagé. Pour la première fois depuis la mort de papa, Antoine n'avait pas l'air irrité. Il n'avait pas l'air offensé. Il avait l'air effrayé. Et c'est là que j'ai réalisé autre chose. Jusqu'à ce moment-là, il n'avait jamais vraiment cru que je pourrais dire non. Antoine ne m'a pas adressé la parole le reste de la soirée. Pas vraiment. Il a demandé si j'avais nourri le chien. Il m'a dit que le lave-vaisselle était propre. À 21h30, il s'est tenu dans l'encadrement de la porte du bureau et a dit « Je vais me coucher ». Nous étions apparemment encore capables de faire tourner une maison. Nous ne pouvions simplement pas discuter du fait qu'il avait pris sa retraite avec un argent qu'il ne contrôlait pas. Le lendemain matin, il a appelé son ancien patron. Je n'essayais pas d'écouter. Notre maison n'était tout simplement pas assez grande pour qu'un homme de 55 ans traverse une crise de carrière en plein milieu de la cuisine. Je ne te demande pas de faire comme si je n'avais jamais démissionné, a dit Antoine. Je te demande s'il y a un moyen de faire machine arrière. Un long silence. Je comprends. Un autre silence. Ouais, bien sûr. Quand il a raccroché, il est resté à table. Qu'est-ce qu'il a dit, ai-je demandé. Mon poste a déjà été offert à Julien. Je connaissais Julien. Antoine se plaignait de lui depuis 6 ans. Ça a été rapide. Apparemment, Julien n'a pas besoin de 3 semaines pour prendre une décision. J'ai laissé couler. Antoine m'a regardé. Ils auront peut-être autre chose plus tard. D'accord. Probablement pour moins d'argent. D'accord. Il a eu un rire sans joie. Tu n'es pas obligé d'avoir l'air si dévasté. Que veux-tu que je dise? Je ne sais pas. Peut-être qu'on va trouver une solution ensemble. J'ai posé mon café. On peut trouver ce qui se passera ensuite ensemble. On ne peut pas prétendre que démissionner a été une décision prise ensemble. Cette distinction est devenue la dispute sous-jacente à chaque dispute que nous avons eue la semaine suivante. Antoine voulait que je demande assez au fond pour remplacer 2 ans de son salaire pendant qu'il chercherait ce qu'il voulait faire. J'ai dit non. Je ne menaçais pas d'arrêter de payer le prêt immobilier ou les courses. J'avais mon salaire de mon cabinet de kinésithérapie, mes propres économies, et nous avions toujours partagé les dépenses du ménage. Ce que je ne voulais pas faire, c'était transformer la succession de papa en indemnité de départ pour une démission dont je n'étais pas au courant. Puis la mère et la sœur d'Antoine sont venues. Elles appelaient ça au parler. La famille possède un nombre remarquable de mots doux pour des situations qui ne le sont pas. Sophie a commencé, Antoine nous a dit que tu ne demanderais pas de distribution. J'ai regardé Antoine. Il fixait le sol. C'est exact. Sophie a bougé sur le canapé. J'aurais juste aimé le savoir avant. Avant quoi? Avant de changer les choses avec mes créanciers. Je ne t'ai pas dit de changer quoi que ce soit. Non. Antoine l'a fait. Alors Antoine te doit des excuses. Elle a froncé les sourcils. C'est ton mari, Camille. Exactement. Mon mari, pas le gestionnaire de patrimoine de mon père. Monique est intervenue avant que Sophie ne puisse répondre. Ne rendons pas cette situation plus malsaine qu'elle ne doit l'être. Encore cette expression. Apparemment, demander aux gens de ne pas dépenser mon héritage était ce qui rendait les choses malsaines. L'approche de Monique était différente. Elle ne parlait pas d'un dû. Elle a parlé de loyer. Son bail avait augmenté 2 fois en 3 ans. Elle s'inquiétait d'une nouvelle augmentation. Elle avait 76 ans et en avait assez de se demander si elle pourrait encore se permettre le même appartement à 80 ans. Et voici la partie qui aurait été plus facile si je l'avais détesté. Ce n'était pas le cas.
Monique m'avait conduite à l'hôpital quand Emma est née parce qu'Antoine était à 2 départements de là pour un rendez-vous client. Elle s'était assise à mes côtés pendant la chimiothérapie de ma mère. Elle préparait une salade de cranberry ridicule à chaque Noël parce qu'Emma adorait ça. Les gens sont incommodes de cette façon. Ils peuvent vous blesser sans effacer toutes les choses décentes qu'ils ont faites auparavant. Après leur départ, je me suis surprise à penser à cette maison. Pas celle qu'Antoine lui avait promise. Juste un petit appartement, quelque chose de sûr, qu'elle pourrait gérer. 2 jours plus tard, j'étais assise dans le bureau de Maître Mercier et je l'ai surpris. Et si je voulais acheter un appartement à Monique? Le notaire a enlevé ses lunettes. Le voulez-vous? Je pourrais. C'est différent de savoir si vous le pouvez. Je sais. Nous avons parlé chiffres. Quelque chose autour de 225 000 à 250 000 euros pourrait acheter un modeste appartement dans un quartier qu'elle aimait. Cela nécessiterait l'approbation du gestionnaire, mais le notaire pensait qu'une demande soigneusement structurée pourrait être prise en compte. Puis il m'a posé une question. Est-ce ce que vous voulez, Camille? Je n'ai pas répondu immédiatement. Je ne veux pas qu'elle ait peur pour son logement. Ce n'était pas ma question. Les hommes de loi peuvent être d'une précision irritante quand ils font bien leur travail. Je ne sais pas. Alors ne soumettez rien aujourd'hui. Donc, je ne l'ai pas fait. Et Dieu merci. Monique est venue le lendemain après-midi. Elle n'a même pas enlevé son manteau. Antoine a dit que tu avais parlé à Maître Mercier. J'ai jeté un coup d'œil vers le bureau. Antoine n'y était pas. Il t'a dit ça? Il a dit que tu reconsidérais peut-être la question. Je réfléchissais à certaines options. Son visage s'est illuminé. Un appartement serait en fait mieux qu'une maison. Moins d'entretien. Je ne lui avais pas parlé d'appartement, ce qui signifiait qu'Antoine l'avait encore fait. Je me sentais fatigué plus qu'en colère. Monique, je n'ai rien décidé. Son expression a changé. Camille, je ne comprends pas ce qu'il y a à décider. Ton père t'a laissé près de 4 millions. Voilà le chiffre. Apparemment, Antoine avait partagé ça aussi. Ça, c'est entre la succession de mon père et moi. Je n'essaie pas de fouiner. Elle le faisait absolument, mais je l'ai laissé continuer. Je pense juste que tu prends des décisions alors que tu es en deuil. Peut-être que Bernard s'est assuré que tu n'aurais plus jamais à te soucier de l'argent. J'ai attendu. Puis elle l'a dit. Bernard ne peut plus s'en servir. Pourquoi l'économises-tu exactement? Je l'ai regardé. Monique a dû voir quelque chose changer parce qu'elle a immédiatement adouci sa voix. Je ne voulais pas le dire comme ça. Mais il n'y avait pas d'autre façon de le dire. Jusque-là, une partie de moi pensait encore que si je lui donnais l'appartement volontairement, je pouvais séparer ma générosité de l'arrogance d'Antoine. Assise là, j'ai compris que je ne pouvais pas. Pas encore, parce que Monique n'attendait pas de voir si je voulais donner. Elle attendait que j'arrête de refuser. Je pense que tu devrais garder ton bail actuel, ai-je dit. Son visage s'est décomposé. Camille. Je n'ai rien soumis au gestionnaire. Elle m'a fixé un instant, a pris son sac et est partie. Emma a appelé ce soir-là. Je m'y attendais. Maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ton père t'a dit? Qu'il a pris une décision stupide. Ça limite les options. Elle n'a pas ri. Il a dit qu'il avait pris sa retraite trop tôt parce que grand-père avait laissé assez pour que vous soyez tranquille. C'est une version. Il a aussi dit que tu parlais de comptes séparés et d'avocats. J'ai déjà un notaire. Il s'occupe de la succession de grand-père. Maman, j'ai entendu la frustration dans sa voix. Puis elle a dit la chose que je savais que quelqu'un finirait par dire. Papa a merdé. Je le sais. Mais vas-tu vraiment mettre fin à 22 ans pour de l'argent? Celle-là a fait mal parce qu'elle venait de ma fille. Non. Alors qu'est-ce que tu fais? J'aurais pu lui parler du plan vieux de 11 mois. J'aurais pu le lui envoyer avant qu'on raccroche. Au lieu de cela, j'ai dit, je ne te demande pas de choisir entre nous. Je ne choisis pas. Bien. Mais je ne comprends pas. Je me suis assise au bord de mon lit.
J'essaie de comprendre à quel moment ton père a commencé à croire qu'être marié avec moi signifiait qu'il n'avait plus besoin de me demander mon avis. Emma est restée silencieuse. Nous avons mis fin à l'appel sans rien résoudre. Cette nuit-là, Antoine est entré dans la chambre. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Non, on ne peut pas. Si nous sommes mariés, nous construisons un avenir ensemble. Je suis d'accord. Alors tu ne peux pas emmurer près de 4 millions d'euros et faire comme si ça n'avait rien à voir avec moi. Je l'ai regardé. Tu as démissionné sans me demander mon avis. Il a ouvert la bouche. J'ai continué. Tu as promis une maison à ta mère sans me demander. Tu as promis 200 000 euros à ta sœur sans me demander. Tu as planifié ta retraite avant la mort de papa sans me demander. Camille. Et maintenant, c'est à moi de prouver que je suis engagé dans ce mariage. Il n'avait pas de réponse. C'était presque pire qu'une énième dispute. J'ai pris mon oreiller sur le lit. Antoine m'a regardé. Qu'est-ce que tu fais? Je vais dormir dans la chambre d'amis. Pour combien de temps? Je me suis arrêté à la porte. Je ne sais pas. Et pour une fois, je ne me suis pas précipité pour lui donner une réponse juste parce qu'il en voulait une. Antoine a emménagé dans la chambre d'amis avant que je ne puisse changer d'avis et la reprendre. Je suis rentré du travail le lendemain et j'ai trouvé ses vêtements pendus dans le placard là-bas, sa trousse de toilette dans la salle de bain et une pile de CV sur le bureau. Aucun de nous n'en a parlé. Pendant les semaines suivantes, notre mariage est devenu étrangement poli. As-tu besoin de quelque chose chez Carrefour? Non merci. Je sors le chien. D'accord, je rentrerai tard. Entretien. Bonne chance. Vous pouvez vivre avec quelqu'un pendant 22 ans et devenir des étrangers courtois remarquablement vite. Mais Antoine a commencé à changer les choses. Il a annulé la maison du lac et a récupéré la compte. Il a mis à jour son CV. Il a appelé d'anciens clients et des personnes avec qui il avait travaillé des années auparavant. Je l'entendais s'entraîner à répondre avant les entretiens, essayant d'expliquer pourquoi un homme de 55 ans avait brusquement quitté un poste de commercial parfaitement bon sans dire « Eh bien, je pensais que mon beau-père allait financer ma retraite. » Plus important encore, il a arrêté de poser des questions sur le fond. Au début, j'ai supposé que c'était une stratégie. Puis, un samedi matin, je l'ai entendu parler à Sophie. J'étais dans la buanderie en train de plier des serviettes. Non, a-t-il dit. Tu dois trouver un arrangement avec eux. Une pause. Je sais ce que je t'ai dit. Une autre pause. Non. Camille n'a pas changé d'avis. Ce n'est pas à propos de Camille. J'ai arrêté de plier. La voix d'Antoine est devenue plus calme. Je n'aurais pas dû te promettre cet argent. Je n'ai pas pu entendre la réponse de Sophie, mais je pouvais l'imaginer. Puis Antoine a dit, je sais. Une pause plus longue. Mais il ne m'appartenait pas de le promettre. Mes mains se sont figées. Cette phrase n'aurait pas dû avoir autant d'importance. Mais c'était la première fois que je l'entendais la prononcer. Pas, le gestionnaire ne l'approuvera pas. Pas, Camille ne veut pas le débloquer. Pas, Bernard a tout verrouillé. Il ne m'appartenait pas. Pour la première fois depuis la mort de papa, je me suis demandé si Antoine avait réellement compris. Quelques jours plus tard, il a appelé sa mère. Il se trouvait que j'étais en train de préparer le dîner. Maman, écoute-moi. Ne donne pas ton préavis pour ton appartement. J'ai baissé le feu. Même à plusieurs mètres, je pouvais entendre la voix de Monique s'élever à travers le téléphone. Antoine s'est frotté la nuque. Je sais ce que j'ai dit. Une autre rafale de Monique. Non, Camille ne m'en a pas empêché. Il m'a regardé. Je n'ai rien dit. Antoine s'est tourné vers la fenêtre. Je t'ai promis quelque chose qui ne m'appartenait pas. Encore là. Monique a continué à parler. Antoine a finalement dit, je sais que tu es déçu. Je suis désolé, mais c'est ma faute. Quand il a raccroché, aucun de nous n'a parlé pendant un moment. Puis j'ai dit, merci. Il a eu l'air surpris. Pourquoi? Pour ne pas avoir fait de moi la méchante. Il a hoché la tête. J'ai déjà assez fait ça. C'était probablement ce que nous avions vécu de plus proche de la tendresse depuis des semaines.
Et ça a rendu ce que j'ai fait ensuite encore plus difficile. Le dimanche après-midi suivant, je lui ai demandé de s'asseoir avec moi. Pas dans le bureau, pas dans la chambre, à la table de la cuisine, cette même table où il avait promis une maison à sa mère et 200 000 € à sa sœur. Alors que les fleurs de l'enterrement de papa étaient encore dans notre salon, j'ai posé le dossier de Maître Mercier entre nous. Antoine l'a regardé. « Qu'est-ce que c'est ? Dis-le-moi. » J'ai fait glisser la première page. Il a lu le titre, « Plan d'investissement de la famille Dupont-Martin ». Son visage a changé. Il n'a pas demandé où je l'avais eu. Ça m'en disait long. « Tu as envoyé ça à papa. » Antoine s'est adossé. C'était hypothétique. 11 mois avant sa mort. Oui. J'ai ouvert le dossier. Voici ta projection de retraite. Il n'a rien dit. Voici la maison du lac. Rien. Voici l'argent pour ta mère. J'ai tourné une autre page. Et voici 200 à 250 000 € pour Sophie. Camille, je planifiais des possibilités. Pour l'argent de qui ? Il s'est frotté le front. On a déjà eu cette conversation. Non, nous n'avons pas eu cette conversation. J'ai poussé les pages vers lui. Montre-moi. Te montrer quoi ? L'endroit où tu as demandé ce que, moi, je voulais. Il m'a regardé. Camille. Il y a 6 pages. Ça ne devrait pas être long. Il ne les a pas touchées. Alors, je l'ai fait. J'y suis allé page par page. Mon nom est ici 14 fois. J'ai tapoté une ligne. L'héritage attendu de Camille. Une autre. Les actifs projetés de Camille. Une autre. Les revenus d'investissement de Camille. Puis je l'ai regardé. Où suis-je ? Il a froncé les sourcils. Ton nom est partout. Exactement. Ça l'a fait taire. Mon argent est partout. Moi, je ne suis nulle part. Pendant un moment, tout ce que j'ai pu entendre, c'était le bourdonnement du réfrigérateur. Puis Antoine a dit, j'étais fatigué. J'ai attendu. Je sais que ce n'est pas une excuse. Non. Il a baissé les yeux sur les papiers. Je faisais le même travail depuis une éternité. Ton père a vendu son entreprise avant 60 ans. Sa maison était payée. Il a pu aider Emma pour ses études sans vérifier le solde de son compte bancaire avant. Papa ne t'a jamais reproché ça. Je sais. Sa réponse est venue si vite. Je l'ai cru. Ça a presque rendu les choses pires. Je ne m'attendais pas à ça. Antoine a eu un petit rire gêné. Bernard n'a jamais eu besoin de dire qu'il avait mieux réussi que moi. Je connaissais Antoine. Non. Laisse-moi finir. Alors, je l'ai fait. Je voulais en finir avec les soucis d'argent. Et ouais, je voulais être le gars qui pouvait dire à sa mère qu'elle n'aurait plus jamais à s'inquiéter pour son loyer. Je voulais aider Sophie. Je voulais être la personne que tout le monde appelle parce que je pouvais régler les problèmes. Je l'ai observé. Tu voulais te sentir comme mon père. Il a détourné le regard. Après un moment, il a dit, peut-être. J'ai touché le plan d'investissement. Et tu allais utiliser l'argent de mon père pour le faire. Antoine a fermé les yeux. Il n'a pas argumenté. C'est le moment où quelque chose en moi s'est apaisé. Non pas parce que j'avais gagné. Je ne me sentais pas victorieuse. Je comprenais enfin ce qui s'était passé. Et le comprendre m'a rendue plus triste, pas plus heureuse. Antoine n'avait pas passé 11 mois à comploter pour me voler. Il avait fait quelque chose de plus ordinaire. Il s'était construit une histoire dans sa tête où mon héritage résolvait toutes les déceptions qu'il avait de sa propre vie. Et il n'avait jamais remarqué que j'étais une personne dans cette histoire, pas un numéro de compte. Emma est passée plus tard cet après-midi-là. Je ne l'avais pas invitée pour une confrontation. Elle avait prévu de passer de toute façon. Le dossier était toujours sur la table. Elle l'a remarqué. Qu'est-ce que c'est ? J'ai regardé Antoine. Il a hoché la tête une fois, alors je lui ai montré. Emma a lu en silence pendant plusieurs minutes. Puis elle a regardé son père. Tu as écrit ça avant la mort de grand-père.
Antoine a dégluti. Oui. Combien de temps avant? 11 mois. Elle l'a fixé. Papa. Il y avait plus de déception dans ce seul mot que je n'aurais pu en produire avec une heure de cri. Antoine a baissé les yeux. Je sais. Emma n'est pas soudainement devenue mon défenseur. Elle n'en avait pas besoin. Elle comprenait juste enfin ce qu'elle m'avait demandé d'ignorer. Après son départ, Antoine et moi nous sommes de nouveau assis à table. Je suis désolé, a-t-il dit. J'ai cru qu'il le pensait vraiment. C'était la pire partie. S'il avait été encore arrogant, la décision aurait été facile. Au lieu de cela, il essayait. Peut-être sincèrement. Mais papa n'avait pas créé ce fonds pour me dire si Antoine méritait le pardon. Il avait créé du temps, et je savais enfin ce que j'avais besoin de faire d'une partie de celui-ci. Papa n'a pas eu besoin de me protéger de toi avec un notaire, ai-je dit. Il m'a juste donné assez de temps pour voir ce que je me serais convaincu de ne pas voir. Antoine m'a regardé. Qu'est-ce que tu dis? J'ai besoin que tu déménages. Son visage s'est figé. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Tu demandes le divorce? J'ai secoué la tête. Je n'ai pas décidé. Il avait l'air blessé, et j'ai détesté le fait de m'en soucier encore, mais c'était le cas. Puis j'ai dit, et c'est la première grande décision dans cette maison que personne d'autre ne prendra à ma place. Cette fois, Antoine n'a pas argumenté. Antoine a déménagé le samedi suivant. Il n'y a pas eu de scène dramatique, pas de valises jetées sur la pelouse, pas de voisins faisant semblant de ne pas regarder à travers leur store. Il a loué un appartement d'une chambre à environ 15 minutes de là et a fait 3 voyages avec son SUV. Lors du dernier, il s'est tenu dans la cuisine avec ses clés à la main. Je laisse la télécommande du garage. Tu peux la garder pour le moment. J'ai hoché la tête. Puis aucun de nous ne semblait savoir ce qui venait ensuite. 22 ans de mariage, et soudain, se dire au revoir semblait trop formel. Appelle-moi s'il y a quoi que ce soit avec la maison, a-t-il dit. Je le ferai. Il est parti. J'ai verrouillé la porte derrière lui, puis je me suis immédiatement senti coupable de l'avoir verrouillée. C'est la chose étrange quand on fixe une limite après des années à les éviter. Même quand on sait pourquoi on le fait, une partie de soi se sent toujours impolie. Les mois suivants n'ont pas été aussi satisfaisants que les gens l'imaginent. Il me manquait. Pas à chaque minute. Certains soirs, j'appréciais de manger exactement ce que je voulais et de regarder la télévision sans qu'Antoine ne pose des questions au milieu d'une émission qu'il prétendait ne pas regarder. Mais entendre sa clé dans la porte me manquait. Sa terrible habitude de laisser les portes des placards ouvertes me manquait. Même sa façon d'éternuer, comme si quelqu'un avait tiré un coup de pistolet de départ dans la cuisine, me manquait. Que quelqu'un vous manque ne signifie pas automatiquement que vous devez y retourner. Il m'a fallu un certain temps pour le comprendre. Antoine a trouvé un autre poste de commercial après environ 7 semaines. Il payait moins que l'ancien et nécessitait plus de route. Quand il me l'a dit, j'ai répondu « Je suis contente ». Il m'a fait un sourire en coin. Ce n'est pas exactement le plan de retraite que j'avais en tête. Quelques mois plus tôt, cela aurait déclenché une dispute. Cette fois, il a ajouté « Je sais. C'est de ma faute, de la mienne seule. » Monique est restée dans sa location. Elle a renouvelé pour une année supplémentaire, après avoir négocié une plus petite augmentation avec le propriétaire. Sophie a pris un poste à temps plein dans un cabinet de design établi et a commencé à rembourser ses dettes grâce à un plan d'appurement. Personne ne s'est retrouvé dans la misère. Personne n'a perdu sa maison. La catastrophe qu'ils m'avaient tous préparée à éviter s'est avérée être la vie ordinaire. Les factures, le travail, le loyer, les mêmes choses que tout le monde gérait avant la mort de papa. Antoine et moi avons commencé une thérapie, séparément. Plus tard, nous y sommes allés ensemble. Je ne vais pas prétendre que la thérapie a produit une conversation magique où il a dit exactement la bonne chose et où j'ai soudainement compris 22 ans de mariage. La plupart du temps, c'était inconfortable. Un après-midi, notre conseiller a demandé à Antoine pourquoi il avait été si certain que je finirais par accepter ses plans. Il est resté assis là pendant un long moment. Puis il a dit, parce qu'elle finissait toujours par s'y faire. Je l'ai regardé. Non. Il s'est tourné vers moi.
Je cédais généralement. Il a commencé à répondre, puis s'est arrêté. Il n'y avait pas grand-chose à dire. J'avais passé des années à appeler ça des compromis. Parfois ça l'était, parfois ça ne l'était pas. Finalement, Antoine s'est excusé sans s'expliquer par la suite. Ça, c'était important. Il a dit qu'il était désolé d'avoir transformé la mort de papa en un événement financier avant même que j'aie eu le temps de faire mon deuil. Il s'est excusé d'avoir fait des promesses en mon nom. Il a admis qu'il avait traité mon accord éventuel comme inévitable. Je l'ai cru. J'ai aussi cru qu'il changeait. Mais voici quelque chose que j'aurais aimé comprendre quand j'étais plus jeune, le fait que quelqu'un devienne meilleur ne vous oblige pas à retourner à la version de vous-même qui a dû être blessée pour qu'il change. Après plusieurs mois, j'ai demandé une séparation de corps. Plus tard, nous avons entamé la procédure de divorce. Ce ne fut pas vicieux. Ce ne fut pas indolore non plus. À cette époque, Emma et moi avons enfin commencé à vider la maison de papa. J'avais repoussé l'échéance plus longtemps que je n'aurais dû. Un samedi matin, nous nous tenions dans sa cuisine, entourés de boîtes en carton et de choses qui semblaient en quelque sorte trop ridicules pour être jetées. Papa possédait 4 mètres rubans. 4. Emma les a brandis. Grand-père s'attendait à une pénurie nationale de mètres rubans? Il ne faisait pas confiance à celui du garage. Pourquoi? Il lui a menti une fois. Elle m'a regardé. Je ne sais pas ce que ça veut dire non plus. Nous avons ri. C'était la première fois que je riais dans la maison de papa depuis sa mort. Il n'y avait pas de dernier secret attendant dans un tiroir. Pas de lettres dramatiques que nous aurions manqué d'une façon ou d'une autre. Juste papa. Des reçus du magasin de bricolage. 3 paires de lunettes de lecture. Une vieille cafetière que j'avais essayé de remplacer 2 fois. Des mesures griffonnées au dos d'une enveloppe pour des étagères qu'il avait apparemment prévu de construire et qu'il n'avait jamais faites. Emma emballait des tasses à café quand elle a demandé « Tu penses que grand-père savait que papa ferait tout ça ?» J'y ai réfléchi. Non. Elle a eu l'air surprise. Vraiment? Je pense qu'il était inquiet. J'ai plié un autre carton. Il y a une différence. Papa ne connaissait pas mon mariage mieux que moi. Il n'avait pas tendu un piège à Antoine. Il avait remarqué quelque chose qui le dérangeait et avait organisé sa succession pour que je n'aie pas à prendre de décisions permanentes sous pression. C'était tout. Et ce fut suffisant. Je n'ai rien fait d'excitant avec l'héritage. Désolé de décevoir ceux qui espéraient que j'achète un cabriolet rouge et que je déménage en Toscane. J'ai consolidé mes comptes de retraite. J'ai travaillé avec Maître Mercier et un conseiller financier pour m'assurer que mon logement serait garanti après le divorce. La majeure partie de l'argent est restée investie. J'ai créé un fonds d'études pour les petits-enfants que je pourrais avoir un jour. Et j'ai fait un don au programme de bourse d'études que papa soutenait discrètement depuis des années. Plus tard, j'ai donné un peu d'argent à Emma pour un apport personnel. Mais avant de le faire, nous nous sommes assis et en avons discuté. Combien? Pourquoi? Quelles attentes venaient avec? Aucune. Il se trouve que cette conversation a duré 20 minutes. Ce fut peut-être la transaction financière la plus saine que quiconque dans ma famille ait faite de toute l'année. Les derniers papiers du divorce ont pris plus de temps que ce qu'Antoine ou moi espérions. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour signer l'une des dernières séries de documents, nous avons pris un café après. Cela semble probablement étrange. 22 ans ne disparaissent pas juste parce que des avocats mettent des onglets sur des dossiers. Antoine a remué son café pendant un moment. Puis il a dit, « Tu te demandes parfois ce qui se serait passé si j'étais juste resté au travail ? » Parfois. Nous serions probablement encore mariés. J'y ai réfléchi. Peut-être. Il m'a regardé. Mais le problème aurait toujours été là. Quel problème? Je ne l'ai pas dit cruellement. Tu pensais qu'être mon mari te donnait un droit de propriété sur les choses qui m'appartenaient. Il a baissé les yeux. J'ai ajouté, l'argent a juste rendu la chose assez coûteuse pour que je m'en rende compte. Antoine a hoché la tête lentement. J'aurais aimé m'en rendre compte le premier. Moi aussi. Nous avons fini notre café. Puis nous nous sommes pris dans les bras sur le parking et sommes allés vers nos voitures séparées. Pendant longtemps, j'ai cru que le dernier cadeau de papa avait été de 3,8 millions d'euros.
Ce ne fut pas le cas. La chose la plus précieuse qu'il m'ait laissée, c'était le temps. Car sans ce fonds fiduciaire, je sais ce qui se serait probablement passé. Antoine se serait excusé. Monique aurait pleuré. Sophie aurait expliqué à quel point elle avait besoin de cet argent. Et j'aurais regardé les chiffres et je me serais dit qu'il y en avait plein. J'aurais cédé. Non pas parce que je le voulais, mais parce que, quelque part en chemin, j'avais commencé à confondre garder tout le monde heureux avec être une bonne épouse. 3 jours après la mort de mon père, mon mari a quitté son travail parce qu'il pensait que mon héritage signifiait qu'aucun de nous n'aurait plus jamais à travailler. Il avait tort. Antoine est retourné au travail. Et d'une manière étrange, moi aussi. Sauf que le travail que j'ai finalement quitté, c'était celui que je faisais depuis 22 ans sans m'en rendre compte, arrondir les angles, céder et prétendre que maintenir la paix était la même chose qu'être respecté. Si vous avez déjà eu à apprendre la différence entre la paix et le respect, vous savez probablement pourquoi cela m'a pris si longtemps. Merci de m'avoir écouté.